Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Les membres du comité scientifique n'ont pas pu avoir accès à certaines informations et documents lors de leur mission en France. Le journaliste Adama Gaye devra patienter jusqu'au 6 décembre pour connaître la sentence de son jugement. Le procureur a requis 6 mois avec sursis. La rubrique culture nous amène ce soir au musée des civilisations noires dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Les visiteurs sont fascinés par les œuvres exposées. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le journaliste Adama Gaye risque 6 mois de prison avec sursis. C'est le réquisitoire fait par le procureur lors de son procès. L'affaire est mise en délibéré le 6 décembre prochain. Adama Gaye annonce par ailleurs son retrait de la scène médiatique selon le journaliste. L'heure du repos a sonné. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Le comité livre les premiers résultats de sa mission en France. Ses membres n'ont pas pu avoir accès à certaines informations classées secret défense. Le comité compte de son côté poursuivre les recherches et avoir une bonne documentation sur cet événement. Diogo Faye et Mafalfal. Je suis en marge de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Le comité chargé des préparatifs a fait l'état des lieux et les avancées notées concernant l'organisation de cet événement. Face à la presse, les différents acteurs de ce comité ont également présenté les premiers résultats de la mission menée en France du 18 au 28 novembre. Nous pouvons dire que la mission a été accomplie. Depuis longtemps, la France n'avait jamais osé dire que ce sont des soldats français qui avaient tiré sur des soldats africains qui étaient venus combattre à leur côté. Mais depuis hier, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a officiellement reconnu que c'était un massacre. Reconnaître par sa voix la plus officielle, la voix d'Emmanuel Macron, que ce comité mis en place le 16 août dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko avait pour but de rassembler des preuves, des témoignages et des documents pour comprendre pleinement le déroulement des événements tragiques de Thiaroye. Le président du comité est revenu sur les premiers aboutissements de ce travail. Beaucoup de documents que nous avons demandés, mais on nous a fait comprendre que ces documents ne sont pas encore communicables du fait du secret défense. Si on voulait nous contenter exclusivement de ce que la France a bien voulu nous livrer, peut-être que on en serait toujours au même point. Nous avons estimé nécessaire d'aller au-delà de ce qu'on nous a livré pour aller chercher nous-mêmes. Et lorsque nous avons cherché, nous avons trouvé la confirmation, en tout cas des débuts de réponse par rapport à beaucoup de questions pour lesquelles on n'avait pas de réponse. Il assure également que le nombre exact de tirailleurs disparus lors de ce massacre demeure inconnu. Il invite à mener davantage le travail pour tirer cette affaire au clair. Les autorités militaires ont établi qu'au port de Dakar, 1280 ont débarqué. Ce qui fait que, en fait, sans tomber dans le fétichisme des chiffres, on a une idée assez précise du nombre d'embarqués et peut-être du nombre de disparus, entre guillemets. Parce qu'il y a des tirailleurs qui ont disparu dans les statistiques officielles
Et il faut nécessairement les retrouver. Ce face-à-face avec la presse a permis au comité de réaffirmer son engagement à pérenniser davantage la mémoire des tirailleurs sénégalais. Rien n'est encore officiel au sujet du retrait des bases militaires françaises au Sénégal. Le président de la République a abordé la question hier. Tout porte à croire que l'on s'achemine vers cette situation, ce qui ne signifie pas que les relations entre le Sénégal et la France seront remises en cause. C'est le colonel de l'armée à la retraite et chercheur Babacar Diouf qui pense ainsi. D'après l'ancien officier supérieur, tout est dicté aujourd'hui par le contexte actuel avec un changement de direction. Le voici, le colonel Babacar Diouf. En fait, le premier commentaire qui me vient à l'idée, c'est de faire un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple le Tchad, et de dire que le contexte général actuel est un contexte de transformation profonde du monde. C'est ce qu'on appelle une transition systémique. Le système est en train de se transformer pour aller dans une direction qui n'est pas encore déterminée. Mais ce sont les petits gestes faits ici et là qui, à un moment, font influence la position d'un côté ou de l'autre de la balance. C'est ça. Et nous avons une interprétation de l'histoire qui n'est en fait que le résultat d'un conditionnement antérieur où voilà ce que nous espérons voir dans le type de monde que nous espérons voir parce que c'est en conformité avec telle et telle chose que nous savons ou que nous apprécions. Mais il y a des moments où vous avez un renversement total de valeurs. Maintenant, dire que cela remet en question les relations entre la France et le Sénégal, je pense que c'est aller vite en besogne. Les Wolofs disent sama bokk ma la gënal bañuma la. Et actuellement, chaque pays est en train de revoir les fondations de ses actions futures ou de se mettre en cohérence avec ses convictions ou ses choix politiques. Voilà. Ce n'est pas je te déteste, ce n'est pas je ne veux plus coopérer avec toi. Non, je pense que c'est nous devons revoir le cadre dans lequel nous coopérons. Et chacun fait ses propositions, chacun avance ses pions, et à un moment, on arrive à un consensus, et le nouveau monde prend son départ à partir de cette position. Tombouctou Institut a mené une étude sur la sécurité dans l'est du Sénégal. En partenariat avec l'Union européenne, le comité a remis les résultats de l'étude au ministre des Forces armées après 2 ans de recherche pour le directeur du Tombouctou Institut. C'est une étude qui va permettre aux autorités d'avoir une idée sur des zones comme Matam, Kédougou, souvent touchées par le phénomène du terrorisme. Bakary Swamb, directeur du Tombouctou Institut, est ici au micro d'Amigom. À travers 4 axes, la question socio-religieuse, la question intercommunautaire, la question de la criminalité, mais aussi la question des menaces terroristes. Sur ce, nous avons travaillé toujours avec une approche mixte, avec non seulement le fait de relever des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives, afin d'agréger ces données-là et dégager de grandes tendances. Ce sont ces grandes tendances-là qu'on était en train de partager aujourd'hui, qui était la restitution finale. Cette restitution finale a été précédée par un retour sur le terrain en nous concertant avec les communautés locales pour que les communautés elles-mêmes participent dans l'élaboration des recommandations que nous allons transmettre aux autorités et aux partenaires de l'État du Sénégal, notamment l'Union européenne. Donc il s'est agi de ça, on a présenté les résultats devant le ministre de l'Intérieur qui a donné ses observations et qui aussi a bien écouté les recommandations et qui disait que cela colle parfaitement avec la vision du Sénégal dans cette initiative de renforcer la sécurité à l'Est du Sénégal pour que notre pays soit protégé contre ces menaces qui ne sont pas très loin, qui sont au Mali, mais aussi essayer de voir comment développer une forme de résilience au sein de nos communautés. Et les populations demandent à ce que la sécurité soit encore renforcée parce que la prévention, on n'en a fait jamais assez et que dans cette prévention-là, qui est aussi bien l'implication des forces de sécurité et de défense, mais aussi des communautés tout entières, en se basant justement sur les mécanismes culturels qui sont présents dans la culture sénégalaise pour la prévention des conflits et de la médiation de ces conflits-là.
Amadou Hott, ministre ou ancien ministre de l'économie et de la coopération sous Macky Sall, est le candidat choisi par le Sénégal pour le poste de président de la Banque africaine de développement. Amadou Hott peut compter sur le soutien de Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères, et du ministre de l'économie et de la coopération, Abdourahmane Sarr, Cheikh Tidiane Diouf, Cheikh Tidiane Diakhaté et Mafal Fall. Le gouvernement du Sénégal a lancé officiellement la candidature de l'ancien ministre Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement. Principale institution de financement du développement en Afrique, la BAD a connu des progrès remarquables en 60 ans d'existence. Le Sénégal aspire à marquer son engagement en faveur du développement panafricain, selon Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il apparaît donc clairement qu'il nous faut préserver en la vivifiant cette flamme de l'espoir que représente la BAD pour tout le continent. C'est dans ce cadre que s'inscrit le choix du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de présenter la candidature de M. Amadou Hott à la présidence de la BAD. Amadou Hott, un candidat prometteur à la tête de la BAD, ajoute le ministre. Le ministre Hott incarne parfaitement le leadership dont la BAD a besoin pour son prochain chapitre que nous allons vivre dans les prochains mois. Fort de plus de 25 années d'expérience en politique économique, en finance de développement et en banque d'investissement, il apporte une expertise unique et multidimensionnelle acquise dans le public, le privé et au sein même de la BAD. Le candidat du Sénégal à la présidence de la Banque africaine de développement souligne l'importance des institutions financières pour les pays africains. Ce que nous sommes convaincus que les États seulement, avec leur budget, ou en utilisant leurs ressources internes et en levant des fonds auprès de la BAD ou auprès d'autres, ne peuvent pas seuls financer les infrastructures, ne peuvent pas financer l'entrepreneuriat. Il faut le secteur privé, notamment les banques et les institutions et établissements financiers donc, qui sont en Afrique. Selon le ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, Amadou Hott est le bon choix pour l'intérêt du continent. Les besoins de l'Afrique sont colossaux et les ressources disponibles au niveau de nos États sont limitées. Les ressources disponibles au niveau des institutions bilatérales et multilatérales sont également limitées. Alors, il faut un appui, un apport supplémentaire qui vient du secteur privé. Donc, il faut un candidat qui a en fait des qualités complémentaires, qui connaît non seulement ce que le travail d'un gouvernement est, qui sait ce que le travail d'une institution multilatérale est, et qui connaît également le secteur privé. Alors, donc cette complémentarité de talents et de compétences est difficile à trouver en une personne. Et Amadou Hott se trouve être un candidat qui a ces expériences. À travers la candidature de l'ancien ministre Amadou Hott, le Sénégal désire contribuer à la mise en œuvre des projets et programmes transformateurs du continent. Le gouvernement invite ainsi ses partenaires africains et internationaux à soutenir une vision d'une Afrique forte, unie et prospère. Cheikh Tidiane Diakhaté, dans le Saloum, il y a au moins 20 innovations en matière de gestion de l'eau en agriculture familiale qui ont été exposées à Nioro du RIP. C'est à l'occasion de la foire organisée par le Proli et GAFESA. Ces innovations vont permettre aux agriculteurs de rationaliser la gestion de l'eau afin d'atteindre la sécurité alimentaire. Pour faire face également à la montée du sel dans certaines localités, les producteurs ont mis en place donc plusieurs innovations. C'est ce que nous disent Sekou Diallo et Astumbaye. Le projet Proli a fait ça, promouvoir l'innovation locale dans la gestion de l'eau en agriculture familiale au Sahel à travers Prolinova Sénégal vise à valoriser des connaissances locales développées par les agriculteurs familiaux. 20 innovations de gestion de l'eau en agriculture sont exposées à travers une foire à Nioro du RIP. Ce sont des techniques de maîtrise de l'eau que les paysans innovateurs sont en train de développer. Parce qu'il y a certaines zones, les paysans ont des difficultés pour accéder à l'eau productive. Donc le peu qu'ils ont, ils créent des techniques qui permettent de vraiment assurer une gestion efficace et rationnelle de cette eau-là. Le projet favorise l'utilisation de l'eau agricole de manière plus efficace
pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des petites exploitations agricoles. Qui dit production agricole dit forcément l'eau productive. Sans eau, on ne peut pas produire. Donc il y a un autre impact aussi. Une fois que l'eau est accessible, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sera assurée. Ces innovations impactent positivement sur la production agricole et permettent de minimiser les pertes en eau afin de rationaliser les facturations hydrauliques et électriques. Ce qu'on avait fait, l'innovation sur les bassins de décantation qui permet de réduire le degré de salinité pour pouvoir continuer ce qu'on appelle la production. On a eu des résultats parce qu'il fut des années, notre zone n'avait pas de problème, Gan Alassane. On produisait tous les légumes. Et à un moment donné, récemment, on a eu des problèmes de salinisation des terres et de l'eau. C'est ce qui nous a poussé à construire des bassins de décantation. Ces paysans innovateurs seront accompagnés par le projet pour une meilleure pratique de ces nouvelles techniques de gestion de l'eau agricole. Le projet Yakar, porté par le consortium Jeunesse Sénégal, ambitionne de transformer l'avenir de 2 millions de jeunes grâce à l'accompagnement entrepreneurial et l'insertion professionnelle. L'accent est d'ailleurs mis sur le potentiel immense de la jeunesse sénégalaise. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguette Mbaye. Le projet Yakar, visant l'établissement de 10 centres au service de 250 000 jeunes, a pour ambition principale l'insertion professionnelle et l'accompagnement entrepreneurial des jeunes. Le chômage persiste. On a eu un panel de jeunes ce matin qui a raconté leurs histoires. Nous avons changé beaucoup de trajectoires de vie. D'abord, parce que vous savez, quand on est dans un environnement où on pense qu'on a plus de chances d'échouer que de réussir, on part avec une fragilité. Nous essayons de renforcer ce qu'il y a dans la tête de ces jeunes-là, leur mental, en leur donnant des outils qui leur permettent d'aller sur des pistes qui sont des pistes gagnantes. On les aide à être capables de trouver du travail. On les aide à être capables de créer du travail. Et donc, on a facilité la création de 573 entreprises de jeunesse aujourd'hui, donc depuis 2021. On a accompagné à peu près 187 entrepreneurs dans des programmes d'accompagnement qui aujourd'hui gagnent pour la majorité plus d'argent, ont plus d'employés et font davantage partie du système économique du pays. Venue présider l'événement, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Gaye, a affirmé avec conviction « La jeunesse n'est pas un fardeau pour l'État, mais une opportunité à valoriser ». Comme on atteste la place centrale qu'elle occupe dans l'axe 3 du nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 25 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon département s'est engagé dans un processus inclusif et participatif d'élaboration d'un programme national de développement de la jeunesse, PNDJ 2025-2029, adossé au nouveau agenda de transformation nationale du Sénégal. À travers ce programme, nous affirmons notre conviction que la jeunesse sénégalaise n'est pas un fardeau à supporter, mais un véritable potentiel à valoriser. Le programme Yakar 2030 entend ainsi répondre aux attentes d'une jeunesse en quête de solutions concrètes. Selon le consortium Jeunesse Sénégal, l'objectif est de transformer plus de 2 millions de jeunes Sénégalais en entrepreneurs, apportant une dynamique nouvelle à l'économie nationale et offrant des perspectives durables aux jeunes. Approfondir les stratégies d'intensification agricole et leur impact sur la résilience des exploitations agricoles dans le Sahel, c'est le vœu des initiateurs du projet Fair Senegal Fostering an Agroecological Intensification to Improve Farmer Resilience in Senegal. Ces derniers proposent d'ailleurs l'adoption des pratiques agroécologiques pour renforcer la durabilité et la résilience face aux défis climatiques. Diogo Faye. Cet atelier de clôture qui avait pour objectif principal de partager les dernières avancées du projet Fair Sahel met l'accent sur l'intensification agroécologique comme levier de résilience pour les producteurs du Sahel. Le projet il avait quand même pour ambition d'essayer de voir comment on peut faire travailler différents acteurs entre eux, donc notamment du secteur de la recherche et du secteur du développement, de l'appui aux producteurs, pour essayer d'accompagner au mieux
des transitions agroécologiques, donc des changements techniques, des adaptations des systèmes de production vers plus d'agroécologie, et en essayant de travailler à différentes échelles, donc directement dans les communautés villageoises, dans des démarches participatives avec les producteurs. Il se dit tout de même satisfait du bilan tiré des travaux qui ont été menés dans plusieurs zones du pays, notamment à Tambacounda et à Fatick. L'Agence française de développement, par la voix de son représentant, s'engage à accompagner ce projet à travers des financements. Nous, en tant que partenaires techniques et financiers, on est à disposition de l'ensemble des acteurs, à la fois des États partenaires avec lesquels on travaille, des acteurs des filières agricoles, pour identifier dans quelle mesure est-ce que l'AFD peut mettre à disposition des financements, que ce soit sous forme de subventions ou que ce soit sous forme de prêts, pour accompagner la pérennisation de ces acquis et de ces dispositifs. La représentante du secrétariat de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal affirme que les résultats du projet ont permis un certain nombre de réalisations au niveau local. Les résultats de ce projet ont permis non seulement de consolider un dialogue politique au niveau local à travers la présentation des résultats aux autorités, que ce soit aux élus, mais également aux autorités déconcentrées. Et au niveau national également, ce travail-là de ce projet sur la base des évidences produits, mais également sur la base de l'accompagnement des territoires en transition, a permis également de structurer et de renforcer le travail du dialogue politique au niveau local, le travail de prospective, une meilleure compréhension du territoire. Cet atelier de clôture a été l'occasion d'évaluer les impacts concrets des interventions agroécologiques sur la résilience des exploitations agricoles, tant en termes de production que de sécurité alimentaire. Ndiogou Faye Sédhiou, le tribunal de grande instance s'est prononcé sur le dossier du lotissement litigieux à Madina Wandifa, suivant donc la décision du juge des référés. Il a rejeté la plainte du collectif pour la défense des intérêts de Madina Wandifa, des intérêts du collègue de cette commune dans le département de Bunkiling. Le maire Malan Seni Fati jubile de son côté, crie victoire, alors que le collectif compte introduire un recours. Sédhiou, Ousmane Demba. Tout a commencé par des manifestations, des séries d'arrestations suivies d'une plainte du collectif pour la défense des intérêts de Madina Wandifa. Après une longue attente, le verdict est tombé ce jeudi et le maire crie à la victoire. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action publique mise en mouvement pour ce collectif pour défaut de qualité à agir. En clair, le tribunal a fait droit aux moyens de défense qui avaient été soulevés par les conseillers du maire. En substance, le tribunal a dit que le collectif s'est arrosé des pouvoirs qu'il n'a pas. Et c'est ça la réalité. L'intérêt de la commune, c'est le conseil municipal qui est habilité, la seule instance à gérer les intérêts de la commune. Malan Seni Fati dénonce des agissements des responsables du collectif taxés d'être des manipulateurs. Les arguments évoqués par ce soi-disant collectif dans sa citation directe ne sont pas recevables. Les populations concernées par cette délibération tumultueuse de 2010 sont invitées à viabiliser leurs parcelles dans les meilleurs délais. Non reconnu par le tribunal pour porter ce combat, le collectif n'entend point baisser les bras et s'est dit prêt à introduire un recours. Une manière de dire que le feuilleton qui agite cette commune du département de Bunkiling depuis plus d'une décennie est loin de connaître son épilogue. La situation n'a pas, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris, place à présent à la rubrique culture. Le musée des civilisations noires accueille depuis le 7 novembre des expositions de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. L'exposition attire de nombreux visiteurs fascinés par la diversité des œuvres présentées allant des tableaux, projections, des films. Ces derniers ont partagé leur expérience dans ce reportage que nous propose Amingom. La salle est remplie d'œuvres d'art, tableaux, sculptures, photographies, sans oublier les films projetés dans les coins et recoins du musée des civilisations noires. Un décor qui réjouit les visiteurs venus parfois pour prendre des photos ou se remémorer des moments historiques. Kies Ribot en fait partie. Très ému par l'exposition, il partage ses impressions sur le film qu'il vient de suivre. J'étais vraiment ému par cette exposition parce qu'elle a fait des films
sur une période d'histoire regrettable à tout niveau. C'est le troc des esclaves transatlantiques. Oui, c'est super profond et important parce que ça, pour beaucoup de monde qui ne connaît pas cette histoire, mais de voir une représentation qui honore les vies et qui contredisent la déhumanisation qui était au fond de le comportement des Européens qui ont fait ça. C'est vraiment puissant. En pleine séance photo, Nafissatou Sissoko, accompagnée d'une amie, prend le plaisir à visiter l'exposition. La jeune fille en hijab soutient cet événement qui met en lumière le talent des artistes. Ce qui m'a frappé, c'est des œuvres sénégalaises et tout ça. Donc, comme ici, j'apprécie là vraiment. C'est à encourager aussi. Parce que je trouve que les temps, il y a même que sur les pages Instagram et TikTok. Et c'est une façon, ça va beaucoup plus permettre aux artistes d'être beaucoup plus visibles. Comme Dies Ribo et Nafissatou Sissoko, de nombreux visiteurs sont accueillis au musée des civilisations noires, nous confie Aminou Baldi, un des médiateurs de l'exposition. Pour dire vrai. Donc les visiteurs sont venus, sont là à chaque fois. Nous recevons vraiment des visiteurs du Sénégal, oui, et de nationalités différentes. Donc nous recevons donc des Américains et Français, aussi des artistes. Depuis le 7 novembre, date d'ouverture de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, le musée attire de plus en plus d'amoureux de l'art venus admirer les œuvres des artistes exposés. Amingom, merci. C'était le mot qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.